Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, on parle logement avec la députée Kariane Bourassa. Caroline Desbiens fait le bilan de la session parlementaire. Comment se porte la rivière du Gouffre et inauguration de la route bleue de Charlevoix avec Katabatic. Microcrédit Charlevoix célèbre 25 ans de soutien aux nouveaux entrepreneurs. Baie-Saint-Paul décore 5 citoyens d'exception de l'Ordre du Mérite. Et on fait le tour des différentes programmations d'activités pour la fête nationale dans la région. Bonne émission! Des logements modulaires du CIUS aux hébergements touristiques, sans oublier les sinistrés, nous avons fait le tour de la question du logement avec la députée provinciale Kariane Bourassa. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez à Baie-Saint-Paul récemment en compagnie de la ministre de l'Habitation du Québec pour faire différentes annonces. Commençons par l'inauguration des logements modulaires pour le CIUS qui a été faite. Là, on en a un à Baie-Saint-Paul, il y en a d'autres à la Malbaie. Combien au total, là, on va avoir de logements? Bien, pour l'instant, c'est un projet pilote parce que vous savez que construire des appartements, des habitations permanentes, ça prend environ 24 mois, donc 2 ans. Mais on se rend compte qu'on a une pénurie de logements assez incroyable dans Charlevoix. Et là, avec les inondations, il y a des gens qui doivent quitter leur maison. Alors, ça met encore plus de pression sur la pénurie de logements. Alors, on a réussi à convaincre le ministère de l'Habitation de faire son premier projet pilote chez nous, dans Charlevoix. Il y a donc 2 conteneurs qui ont été aménagés. Vous avez vu les photos, là, c'est plus beau que mon ancien appartement. Donc, ça a été aménagé pour des travailleurs de la santé d'abord. Le projet pilote, c'est pour les travailleurs de la santé, donc les gens qui vont aller travailler à l'hôpital de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. Donc, au total, c'est un budget de 5 millions de dollars. Ça coûte environ 200 000 par module, habitation. Par habitation, tout inclus, là, l'ameublement et les infrastructures. Donc, on va pouvoir en faire plusieurs à travers le Québec. L'avantage, c'est que c'est vraiment là temporairement. Les gens peuvent les occuper, par exemple, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, voire 1 an. Et par la suite, on peut les déplacer. Comme là, nous, on a des projets de construction à Baie-Saint-Paul. Le temps que les projets sortent de terre, on va avoir ce type de conteneurs pour aider. Puis après, les conteneurs peuvent être déplacés. On peut les envoyer, par exemple, en Gaspésie, où ils ont aussi des problèmes de logement. Alors, c'est ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est une solution rapide, parce que c'est beaucoup moins long que construire un appartement, et déplaçable aussi. On peut le diriger vers les endroits les plus problématiques. Oui, tout à fait. Là, vous l'avez mentionné, on a nos sinistrés qui viennent rajouter une couche là, de pression au niveau du logement, de l'habitation. Est-ce que ça pourrait être envisageable que ce principe de conteneur-là puisse aussi servir là, éventuellement pour les sinistrés de façon temporaire? Il pourrait servir aux prochains sinistrés, dans le sens dans d'autres régions où on pense qu'il y a d'autres catastrophes naturelles, parce que c'est sûr que là, les gens de Baie-Saint-Paul vont avoir de l'aide jusqu'à la fin de l'été. Par la il va falloir trouver une solution plus permanente pour les loger, mais l'aide du ministère de la Sécurité publique, je crois, se termine vers la fin d'août. Puis, malheureusement, un conteneur, ça prend environ 7-8 mois pour tout installer, tout préparer, avoir les terrains aménagés. Donc, c'est sûr que là, les délais, ça ne fonctionne pas. Mais oui, maintenant que c'est fait, ce projet-là, maintenant que c'est réalisable et réaliste, on se rend compte qu'on va pouvoir l'utiliser s'il y a d'autres inondations, feux de forêt, catastrophe naturelle, et on ne le souhaite pas, là, mais si ça arrive... Ça fait partie des apprentissages qu'on a retirés de cette expérience-là. Justement, par rapport au logement des sinistrés, la ministre de l'Habitation n'a pas vraiment fait de grandes annonces. On sait qu'il y a plusieurs avenues d'étudier, comme celle peut-être de louer un hôtel par la ville. Mais là, on sait que plusieurs sinistrés qui occupent des hébergements touristiques présentement vont devoir quitter la haute saison commençant déjà la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut penser qu'à très court terme, on ait des solutions à leur proposer avant qu'ils quittent la région carrément? Bien, nous, il y a toujours le financement qu'on leur donne. On sait que c'est pas assez là, pour couvrir une chambre d'hôtel entière, mais c'est vraiment une aide qu'on apporte. Il faut vraiment voir avec la municipalité, parce qu'on sait que c'est géré par la municipalité de Baie-Saint-Paul qui a fait ça d'une main de maître depuis le début des inondations, je tiens à le mentionner. Alors, ce sont doivent communiquer avec les hôteliers, savoir s'il y a d'autres ententes qui pourraient se faire. Je sais qu'il y a même des établissements qui sont à vendre présentement avec plusieurs
ça peut être une option. On étudiait aussi peut-être des roulottes, des campeurs pour les gens. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont sur la table, mais ça, c'est des questions qui doivent être dirigées à la municipalité de Baie-Saint-Paul. C'est elle qui porte le dossier là-dedans. Et nous, tout ce qu'on a dit, autant moi que la ministre de l'Habitation, si vous avez besoin de sous, s'il faut qu'on pousse, s'il faut qu'on fasse des allègements, s'il faut qu'on vous aide, bien sûr, on sera là. On ne veut pas que personne se retrouve dans la rue, ça, c'est certain. Donc là, l'aide financière dont vous parlez, elle est dirigée vers les sinistrés essentiellement, pas vers la ville. Est-ce que c'est ce que je comprends? Non, c'est ça. Bien, pour l'instant, les sinistrés ont un montant là, par jour. Oui. Mais ça, si, par exemple, la ville de Baie-Saint-Paul a des besoins supplémentaires pour louer, par exemple, dans des chambres d'hôtel ou peu importe le projet, bien là, à ce moment-là, Michael Pilote va pouvoir être en discussion avec moi. Là, je lui parle très souvent sur tous les dossiers. Juste pour les projets de logement modulaire, c'est pas pour rien que ça s'est fait à Baie-Saint-Paul puis à la Malbaie. C'est qu'on a des maires très, très ouverts d'esprit qui ne veulent pas nécessairement trop s'encombrer dans la bureaucratie tout en respectant les règles, mais ils voulaient penser out of the box, donc en dehors de la boîte, agir rapidement et on a eu une entière collaboration avec eux. Là, ça a été incroyable. Alors, on va encore collaborer aussi efficacement là, pour le problème des inondations et l'habitation. On sait que votre collègue Caroline Proulx a déposé un projet de loi là, pour mettre la pression un peu là, sur les hébergements touristiques illégaux. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que ça se règle rapidement. Il y a toujours un processus à travers ça. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un peu de pression là-dessus? Parce qu'on sait qu'à Baie-Saint-Paul, c'est un problème important aussi. Là. Bien, déjà là, en fait, on avait déjà une réglementation en 2022 qui a été déposée. On s'est rendu compte qu'il a fallu serrer la vis pour que chaque habitation ait son numéro d'autorisation du gouvernement parce qu'on a vu des faux numéros comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, des gens qui marquaient ça ou plutôt que de marquer le numéro d'habitation. Donc maintenant, il va y avoir une obligation très claire. Chaque habitation doit avoir son accréditation, donc son numéro de confirmation. Et on s'est aussi assuré que chaque type de plateforme, comme par exemple, on se rendait compte que quand on voulait parler avec Airbnb, il n'y avait pas d'interlocuteur au Québec. Il n'y avait pas d'interlocuteur difficilement au Canada. Alors là, on rend imputable une personne qui va être le lien direct avec le gouvernement et on va pouvoir donner les avertissements, donner des consignes clairement. Donc, on se donne un peu de jeu qui, en même temps, on resserre la vis pour ce type d'habitation, malheureusement, où parfois, ce n'était pas réglementaire. À quand on peut s'attendre que ça puisse prendre place, ces mesures-là? Il faudrait regarder dans la législation. Je ne l'ai pas sur le bout de la lèvre maintenant, mais le projet de loi a été déposé. Là, donc, il a été déposé. A été sanctionné aussi. Donc, le temps de la mise en application, il faudrait regarder. Je ne l'ai pas par cœur. D'accord. Bien, merci beaucoup, Mme Karianne Bourassa. Merci. En bilan de fin de session, Caroline Desbiens nous parle de développement durable et de ce que devrait faire le gouvernement fédéral pour donner plus de moyens aux municipalités. Martin Ouellette l'a rencontré. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour faire le bilan de cette session. Ça me fait plaisir, vraiment. Session particulière qui a été marquée, il faut le dire, par les événements et par les changements climatiques. Un peu partout sur le territoire. Là. Il y en a eu ailleurs au Canada, mais nous, on y a goûté dans Charlevoix d'une façon vraiment forte. Qu'est-ce que le Bloc peut faire dans ces situations-là? Comment vous vous positionnez quand il arrive des choses? Parce qu'on sait que c'est le gouvernement provincial qui est au bâton, la municipalité, qui réfère au gouvernement provincial, qui, lui, s'entend ensuite avec le gouvernement fédéral. Ouais. Comment vous pouvez aider dans cette procédure-là, quand des choses comme ça vous arrivent? D'une part, il faut être conscient du rôle de chacun, c'est-à-dire le fédéral et le provincial. Mais au niveau du fédéral, on a de l'influence sur le plan parlementaire. Donc, ce qu'on a fait dernièrement, c'est adopter une motion qui n'a pas été unanime parce que les conservateurs croient encore que, je ne sais pas dans quelle planète ils vivent, mais ils croient encore que les changements climatiques, ça n'existe pas ou à peu près pas. Donc, on a passé une motion quand même majoritaire qui oblige le gouvernement à en faire plus pour les changements climatiques. Quand on dit en faire plus pour les ça changements... Ça veut dire réduire les investissements pétroliers, hein, tout ce qui est sable, bitumineux, développement, transporting et compagnie. Donc, réduire ça et augmenter l'investissement dans la transition verte et augmenter également les sommes en soutien au changement climatique. Et c'est là qu'on entre en ligne de compte pour les municipalités. Il y a un fonds qui existe, mais c'est un fonds qui est... D'abord, la date d'échéance était le 19 juillet, va être le 19 juillet, et ça énerve un paquet de monde. Parce que c'est pas toujours évident de rentrer dans des échéances quand tu es en situation de sinistré. Et donc,
il y a là un fonds, mais qui existe pour les municipalités, mais il faut que le projet dépasse 1 million. Je pense que c'est 1,2 million. Alors, il y a plein de petites réfections de berges qui ne sont pas de 1 million, qui ne rentrent pas dans le programme. Et en plus, le programme ne soutient que 40 de la démarche. Alors, même si la municipalité voulait gonfler le budget pour dire, bon, on y va, on va aller chercher le million, bien, ça reste que c'est juste 400 000 qui est versé. Le 600 000, il faut le trouver quelque part. Pour des petites municipalités, c'est vraiment un enjeu. Parce que le problème d'érosion des berges, là, vous en avez à plusieurs endroits dans votre comté. À l'île d'Orléans, à l'île aux Coudres, la rivière du Gouffre. Il y a un paquet d'enjeux qui souvent sont un peu inférieurs à 1 million, mais le fonds est de toute façon pas suffisamment généreux. Alors là, on a un travail à faire de pression, de communication avec les ministres concernés, d'intervention en chambre, en comité, etc. Donc, il y a ça. Il y a aussi le genre de motion qu'on a passé dernièrement qui, parce que je le répète, on est dans un gouvernement minoritaire, même s'il est marié avec le NPD puis qu'il essaie de jouer à la majoritaire. À majoritaire. Le public, les électeurs, eux, voulaient un gouvernement minoritaire. Alors, on leur rappelle le plus souvent possible. Et là, on a fait adopter cette motion qui contraint le gouvernement. Donc, il ne peut pas prendre, à chaque fois qu'il va prendre une décision contraire à cette motion-là, nous, on va être là pour leur rappeler, c'est jamais bon pour un gouvernement, de ne pas écouter la majorité en Chambre. Voilà. Bien, il n'en demeure pas moins que votre intervention est essentiellement politique. Est-ce que vous vous sentez un peu loin du terrain à l'occasion? Vous avez-vous l'impression que vous aimeriez intervenir plus précisément sur le terrain? Ou je pourrais vous la poser différemment. Préféreriez-vous être à Québec pour pouvoir intervenir directement? Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question depuis que je suis en politique. Mais vous vous sentez pas loin un peu de l'action? Il y a une question d'agenda, d'organisation de vie personnelle et tout qui fait en sorte qu'on fait un choix comme ça. Ouais. Mais depuis que le Bloc est revenu de façon imposante, on est quand même 32. A repris sa présence. Oui, a repris sa présence depuis 2019. Je pense qu'on a fait une grosse différence. Donc, oui, il y a un rôle à jouer sur toutes sortes de plans et je pense qu'on le fait bien à 32. On le fera encore mieux à 50, mais on le fait bien à 32. Vous avez un rôle, oui, à jouer en termes politiques, mais si on prend d'autres dossiers, comme par exemple l'assurance-emploi, ça fait longtemps, Mme Desbiens, qu'on vous entend sur l'assurance-emploi. Est-ce qu'il y a eu des changements? Écoute, là où ça bloque, c'est au niveau, je pense que c'est le poids de la ministre au sein du ministre des Finances, au sein du bureau du premier ministre. Donc, c'est un poids plume qui ne réussit pas à se faire entendre. Alors, elle est pleine de bonne volonté, à mon avis. Donc, nous, on a fait toutes les démarches possibles. On continue de réclamer une réforme, mais on sait que la réforme, c'est gros. Ce qu'on voudrait, c'est des parcelles de changement dans la réglementation de la loi existante pour au moins avantager les régions et le travailleur saisonnier, le travailleur qui occupe un emploi saisonnier. Donc, ça, je pense que le message est passé. Mais ça avance pas. Mais c'est lourd. C'est lourd, l'appareil fédéral, M. Ouellet. C'est extrêmement lourd. Donc, oui. Il y a des petits mouvements qui se font, mais même... Même chose, par exemple, sur le dossier des aînés. La même chose pour les aînés. Bon, là, ils vont se frotter avec leur beau baume sur la peau en disant qu'ils ont donné ils en ont donné une augmentation. Mais pas suffisante. Elle est encore moins suffisante dans une situation d'inflation où tout est plus cher. Moi, j'en ai des appels d'aînés là, qui m'appellent et qui me disent « Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, moi, une tranche de bœuf dans mon assiette. » Ça me fait tellement mal. On fait tout notre possible pour essayer de stimuler le gouvernement là-dessus, mais le gouvernement est vraiment insensible aux aînés. C'est une des choses les plus grosses que j'ai à reprocher à ce gouvernement-là, c'est d'oublier ces aînés. Pensez-vous qu'il va être également insensible au sort des agriculteurs? Parce que le dossier n'est pas facile non plus. On sent que c'est de plus en plus difficile d'être un agriculteur ou d'avoir des élevages. Là, mon collègue Yves Perron fait une job du tonnerre. On essaie d'avoir en ce moment l'assouplissement du remboursement de l'aide d'urgence qui avait une date d'échéance. On essaie d'assouplir ça parce que pas juste les agriculteurs, toutes les entreprises, encore une fois saisonnières, qui ont moins de facilité à faire des sous l'hiver là, ou en d'autres saisons, on essaie d'avoir un assouplissement. Ça bouge. Et là, on manque de temps et le gouvernement, on le sait, étire le temps. Dites-moi, vous jouez bien, le Bloc joue bien à Ottawa son rôle d'opposition. Il fait Je pense qu'on le fait bien, oui. Je pense qu'on est achalant. Oui, mais vous rencontrez des murs. Vous n'êtes pas découragé à la longue de parler sans On fait des gains aussi. Vous faites des gains? Ouais, Parlez-moi de vos gains dans la dernière session. On a fait un gain, entre autres, sur les aînés, les rentiers, pour les mettre à l'abri des entreprises qui font faillite.
les gens qui perdent leur rente. Donc maintenant, ils font partie des créanciers principaux. Donc, ils sont protégés par une loi. Et ça, c'est vraiment la bataille du Bloc depuis très, très longtemps. Okay. Marilyn Gill étant la dernière à avoir déposé cette Donc, il vous arrive de faire des gains. Ben oui, puis on arrive aussi comme dans les pêches. Moi, je suis arrivé à faire des gains pour ma région l'année passée. Bon, le Caplan, cette année, pour faire exprès... Et où le Caplan, pour faire exprès, je pense qu'il y a une question de changement climatique. Je pense qu'il y a une question d'envahissement d'autres espèces. On est justement là-dessus parce qu'il paraît que la lamproie qui est dans les Grands Lacs, qui est problématique, est en train de... Ça, c'est un poisson prédateur. Oui, c'est un poisson qui est achalant pour nos petits poissons. Donc, il y a un paquet de facteurs encore où la lenteur, la lourdeur du gouvernement fédéral j'oserais dire qu'il s'occupe davantage de ses relations étranges avec la Chine. Mais c'est un autre dossier. Je vous laisse brancher ça. Oui. Non, mais... je vous laisse là-dessus. C'est un autre dossier. Oui. Le fédéral est très loin du terrain, très loin des régions. Donc, vous êtes loin du terrain, vous aussi, en étant fédéral. Je vais vous amener sur le terrain de l'indépendance du Québec. Allons-y. Parce que d'année en année, moi, je dis toujours aux gens qui me parlent, « Puis, Caroline, ton expérience en politique, monsieur, je vous prêterai ma banquette aux Chambres des communes 3 jours, là, à chacun des Québécois, de souche, des nouveaux arrivants, n'importe laquelle. Je les assois 3 jours dans ma banquette, puis on fait l'indépendance du Québec, comme ça. Tellement c'est évident quand on est là. » Maintenant, ça va être un peu compliqué, la prochaine campagne électorale au Québec, parce que lors de votre congrès qui s'est tenu dernièrement, les membres ont décidé de ne pas appuyer exclusivement le Parti québécois, mais bien de soutenir tous les partis qui font la promotion de la souveraineté, donc Québec solidaire. Alors, ma question est drôle, mais allez-vous militer pour Québec solidaire lors de la prochaine élection, Mme Desbiens? Nous autres, parce que vous ne pourrez pas intervenir comme vous le faisiez côte à côte avec le Parti québécois par le passé. D'abord, on a eu un congrès du Bloc absolument génial. C'était vraiment formidable. On a eu du plaisir. Il y avait du monde. C'était constructif, démocratique. Les jeunes ont pris une place exceptionnels, ils sont brillants, allumés. On a eu beaucoup de plaisir. Mais ma question, ceci dit, je n'éviterai pas votre question. Je voulais juste vous donner un petit compte-rendu. Donc, allez-vous militer pour QS aux prochaines élections provinciales? Moi, je milite pour le monde que je représente au sein du fédéral en ce moment, parce que c'est le mandat que j'ai. Le jour où le Québec, les Québécois et les Québécoises auront un intérêt, on semble sentir qu'il y a un intérêt soutenu et on ose croire qu'on y est peut-être un peu pour quelque chose, on sera là pour soutenir le mouvement du Québec vers son indépendance. C'est ça notre job. Maintenant, on sait qu'on a un lien historique fondamental avec le Parti québécois, c'est notre parti frère. Mais on sait également qu'avec le temps, il y a plusieurs souverainistes qui se sont répartis un peu partout dans d'autres idéologies politiques. Ces gens-là, on va avoir besoin de tous ces gens-là quand on va faire un pays, M. Ouellette. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on va militer pour QS ou pour la CAQ aux prochaines élections. On est en train de dire que bienvenue à tous ceux qui pensent que de faire du Québec un pays pourrait être une bonne idée. Nous autres, on va être là, on va être avec tout le monde. Et on espère être le parti rassembleur, justement, qui va faire le mouvement vers le En terminant, Mme Desbiens, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus satisfaisant de la dernière session parlementaire et qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Le plus satisfaisant, je vous dirais que c'est le fait d'avoir un poids important pour le Québec. Le fait qu'à chaque fois qu'on se lève en chambre, les autres Québécois élus dans les autres partis nous regardent avec envie. Ça, je le sens vraiment. Avec envie? Oui, avec envie, avec un certain « sont donc chanceux ». Ils sont pas mal pris dans une ligne de parti, eux autres. Oh, exactement. Okay. Exactement. Et parfois, je les sens très proches de notre façon de penser, de notre façon de... Et ça c'est satisfaisant. Satisfaisant aussi d'avoir un poids réel, de faire une différence. Parfois, on devient le parti qui fait basculer un dossier. Et ça, c'est important. Et le plus difficile? Et le plus difficile, c'est d'une part, la lourdeur de l'exercice, l'obstruction des conservateurs. C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. On perd du temps. Il y a comme une attitude avec le nouveau chef. Oui, il y a une attitude, puis c'est toujours la même phrase, toujours la même... Ils ont très peu d'argumentaire, toujours la même affaire, le pays est éclaté, il n'y a rien de constructif. Nous autres, on est à table, on essaie de travailler pour trouver des solutions, c'est ça qu'on fait. Puis des fois, on a des mots juste de bonnes idées, puis ils prennent nos idées parce qu'ils sont meilleurs que les leurs. Puis ça ne nuit pas à leur patente. Mais les conservateurs sont pas là. Mais les conservateurs sont pas là. Eux autres, ils cherchent le pouvoir, ils cherchent toujours à défaire le gouvernement en place, qui est effectivement pas performant. Mais je pense que la façon de faire de la politique aujourd'hui, c'est pas de démolir les autres, c'est de s'élever.
Puis malheureusement, on traîne le Parti conservateur là-dessus et c'est frustrant, c'est décevant pour les gens parce que les gens s'attendent à mieux que ça de nous. Bien, Madame Desbiens, on va vous souhaiter un bon été. Merci. Un bon été également à l'hôtelière que vous êtes oui. à l'île aux Coudres. Bonne chance avec vos ressources, puis bonne chance avec vos traversiers. Merci, ça va très bien les traversiers, on y arrive bien là. On se revoit à l'automne. Merci beaucoup. À bientôt, merci de m'avoir reçu. Dans le dossier des inondations, les sinistrés sont encore pour la plupart en période d'attente et la fatigue se fait sentir. Sans pour autant les oublier, nous nous sommes penchés cette semaine sur l'état de notre rivière avec Sébastien Savard de Katabatic. Après le drame humain, l'environnement et la santé de la rivière du Gouffre demeurent une préoccupation pour l'entreprise Katabatic, dont les opérations se déroulent principalement sur ce cours d'eau. C'est pourquoi ils ont décidé de prendre les choses en main. C'est 25 km de rive là, pour nous, là, les trajets pagayables là, qu'on offre. Donc, c'est quand même long. Et puis, avec la baisse du niveau d'eau, la première étape qu'on a fait, c'est d'aller chercher les services d'un pilote de drone pour capter en image l'ensemble des trajets puis se bâtir un outil de planification, plan d'action pour aller sur différents secteurs. Mais pouvoir morceler le travail parce qu'on se doutait bien là, que ça allait être colossal. Plusieurs corvées ont été faites depuis la fin mai, dont une qui a fait l'objet d'un appel à la population. On a eu une vingtaine de personnes qui ont été fort actives cette journée-là. On a travaillé sur 5 secteurs, les 2 ponts, le pont ferroviaire, le pont Leclerc, l'arrière de la rue Ménard. On a travaillé dans le parc du Gouffre pour sortir des objets, des détritus, des arbres, couper des arbres aussi. Et puis essayer de mettre les rives dans un état, plus sécuritaire, parce qu'il y a un aspect sécurité qui prime là-dedans en premier. Puis 2, esthétiquement plus intéressante aussi, là, parce que et environnementalement parlant, d'avoir tous ces objets-là dans le cours d'eau, bien, on le sait, là, c'est vraiment pas un idéal. Donc, mais nous, on part d'une perspective du cours d'eau en premier. Là. D'autres organismes et entreprises ont également prêté main forte aux organisateurs. Dans notre journée du 3 juin, là, est venu là, des gens de l'OBV Charlevoix-Montmorency. On a eu aussi là, des prêts avec Location Maslow qui nous aident là, avec les outils. Bien que les travaux aient permis de sécuriser la zone entre l'embouchure et le camping du Gouffre, d'autres corvées seront nécessaires dans les prochains jours. On a des discussions aussi avec la ville de Baie-Saint-Paul. Eux sont en parallèle de ce qu'on a fait. Eux avancent pour des travaux mécanisés sur justement les plus gros sites là, où il y a de l'amoncellement d'arbres là, qui vont nécessiter des opérations plus avec de la machinerie. Ouais. Et puis, ils sont en train de travailler sur ce dossier-là pour l'octroi de contrat. On compte récupérer le trajet de 20 km là, pour la Saint-Jean, là, pour le 23 juin. Donc, on poursuit là, sur le secteur en amont, là, entre le camping du Gouffre et le 20 km. Sur une note plus joyeuse, Katabatic invite la population à 2 événements le samedi 17 juin. Un double déploiement. Il y a l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale qui nous a approché cet hiver pour organiser un événement de sécurité nautique, puis dans lequel il y aurait une activité ici sur la rivière, donc une activité guidée là, qui va avoir lieu ici sur 2 départs, 10h et puis 13h. Qui est en très grande partie financé par leur contribution. Donc, c'est 12 $ pour faire la descente demain, ici à Baie-Saint-Paul. Puis, en parallèle de ça, sur l'autre site qui est Saint-Joseph-de-la-Rive, il y a un départ inaugural de la route bleue de Charlevoix. Voilà donc plusieurs occasions de redécouvrir le nouveau visage de la rivière. Autrefois connus comme les cercles d'emprunt, Microcrédit Charlevoix célèbre 25 ans de mentorat et soutien financier au démarrage d'entreprises dans la région. Myriam Boivin-Bellé nous en dit davantage.
Myriam, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en entrepreneuriat pour Microcrédit Charlevoix qui fêtait le 13 juin passé ses 25 ans d'existence. Dites-moi, au cours de cette soirée-là, Microcrédit a reçu les honneurs du réseau Micro-Entreprendre. Qu'est-ce qu'on a voulu souligner par cette reconnaissance-là? Bien, tout d'abord, nos 25 ans d'existence, bien évidemment, mais surtout l'accompagnement qu'on a offert aux entrepreneurs de la région là, depuis ces 25 ans-là. On parle de plus de 140 prêts qui ont été accordés aux entrepreneurs là, depuis 25 ans, puis ils totalisent près de 600 000 $ qui ont été investis auprès des entrepreneurs là, pour les aider à démarrer leur entreprise. Mais surtout, c'est plus de 1000 entrepreneurs qui ont été accompagnés tout au long de ces 25 ans. Parce que là, c'est ça, on ne parle pas juste de prêts, on parle beaucoup d'accompagnement. Oui, parce que même si on s'appelle Microcrédit Charlevoix, la réalité, c'est qu'on fait pas mal plus d'accompagnement que de prêts auprès de nos entrepreneurs. Oui, et cet accompagnement-là, il est gratuit. Tout à fait, c'est gratuit, puis on parle d'accompagnement qui peut aller de développer son idée d'entreprise, développer son plan d'affaires, ses prévisions financières, le montage financier, puis évidemment, aller chercher tout le financement qui permet de bien démarrer là, son entreprise. Partir du bon pied. Oui, tout à fait. Donc, vous couvrez tout le secteur de Charlevoix, mais Côte-de-Beaupré également. Oui. Qu'est-ce qui a été l'évolution de Microcrédit, qui était autrefois les cercles d'emprunt là, pendant ces 25 années-là? En fait, pendant 20 ans, là, on était les cercles d'emprunt. À ce moment-là, on faisait des cercles qu'on appelait donc des ateliers collectifs où les entrepreneurs se réunissaient pour développer leur projet d'entreprise. Okay. En partageant leur questionnement ensemble. Leur questionnement, puis en utilisant aussi les forces de chacun pour solidifier les projets là, de chacun. Puis à ce moment-là, on allait jusqu'à un montant de 5 000 $ en prêt, puis on devait obligatoirement passer par les cercles pour pouvoir avoir accès à ce financement-là. OK, c'est tout un processus, là. Oui, c'est ça, exactement. Depuis 5 ans, depuis qu'on s'appelle Microcrédit Charlevoix, on a rejoint le réseau Micro-Entreprendre, puis on peut aller jusqu'à 20 000 $ de prêt. Le passage par les cercles là, ou les ateliers collectifs là, des plus obligatoires, mais toujours disponibles. Oui. Donc, on fait de l'accompagnement individuel, mais aussi de l'accompagnement collectif, où on va réunir entre 5 à 10 entrepreneurs là, de milieux différents, puis qui vont vraiment venir se soutenir dans le développement de leur entreprise. Puis, on peut aller jusqu'à 20 000 $ là, de prêt, ce qui donne un meilleur coup de pouce, je pense. Oui, c'est un bon fond de démarrage. Oui, tout à fait. Oui. Puis nos financements, bien, ça s'adresse principalement aux entrepreneurs qui ont peu ou pas accès au financement traditionnel. Fait que des fois, on a de la difficulté à aller chercher le petit coup de pouce pour démarrer. Bien, nous, on est là vraiment pour accompagner les entrepreneurs puis leur donner cet élan-là là, pour bien partir. Oui. Là. Puis quand tu parles de financement traditionnel, c'est quoi? C'est plus envers les banques? Envers, les banques, puis même à travers là, tous les autres programmes là, de démarrage là, qui peuvent exister. Souvent, ce qu'on a besoin, c'est un petit peu de mise de fonds de la part des entrepreneurs. Nous, on fait du prêt à la personne et non pas à l'entreprise. Ah, d'accord. Fait que notre prêt peut être considéré comme de la mise de fonds pour les autres bailleurs de fonds. Fait que des fois, on a besoin juste d'un petit financement, on est là. Des fois, on a besoin d'un plus gros financement, puis on a besoin d'un petit levier pour aller chercher cet argent-là. Fait que notre financement peut vraiment servir de mise de fonds pour aller chercher les autres financements, que ce soit avec les caisses, les banques, les MRC. On est vraiment là pour les accompagner. D'accord. Vous avez parlé de 1000 entrepreneurs qui ont fait affaire avec Microcrédit pendant ces années-là. Est-ce qu'il y a des projets qui ont été plus marquants que d'autres, qu'on connaît bien maintenant? Bien, dans ceux qu'on connaît bien, on peut penser au Mouscafé, qui est né justement de ces cercles-là, de ces ateliers collectifs, où il y a eu plusieurs personnes avec des projets différents qui se sont rencontrés dans un de nos ateliers, qui ont décidé ensemble de partir le Mouscafé. Dans nos premiers prêts là, qu'on a fait, on parle de Charlevoix-Purlaine. On parle aussi là, de la fabrique de l'île, de Ludovic de l'Univers là, sur Saint-Jean-Baptiste, ou Chloé Desnouveaux de la Terrière, là, la poterie. Là. Oui, donc on touche vraiment toutes sortes de milieux. Oui, hein? tout à fait. Les arts le communautaires aussi, c'est pas obligé d'être entreprise privée, là, si je comprends bien. Non, c'est ça. On passe là autant d'une entreprise, d'un entrepreneur qui veut être travailleur autonome à une coopérative comme le Mouscafé. On peut accompagner toutes sortes d'entreprises dans tous les milieux différents. OK, super. Comment ça se passe présentement, l'entrepreneuriat? On a une pénurie de main-d'œuvre. Ça laisse à croire que c'est pas le moment de démarrer une entreprise. Bien, étonnamment, l'entrepreneuriat se passe bien. Ce que je dirais, c'est qu'on voit quand même un changement au niveau du type d'entrepreneuriat. On voit beaucoup émerger ce qu'on appelle l'entrepreneuriat hybride, l'entrepreneur hybride qui va garder un pied dans son travail, une certaine stabilité financière, puis qui va développer son projet petit à petit, démarrer tranquillement, puis éventuellement faire la transition
là, vers son projet d'entreprise. Là. Donc, c'est un besoin d'autonomie, finalement. J'ai l'impression que les gens cherchent. Là, un besoin de se réaliser à travers quelque chose qui fait du sens, je pense aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de recherche de sens à travers le travail. On a eu des années de réflexion tout seul à la maison pour ça. Oui. Est-ce que je comprends qu'on est plus dans la petite entreprise aussi, qui ne nécessite pas vraiment plusieurs employés, mais... nous, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les entrepreneurs autonomes. Fait que c'est plus ce genre d'entreprise-là qu'on côtoie. Okay. Mais on voit aussi quand même des grosses entreprises là, émerger, ou des entreprises collectives aussi. Là, le reprenariat, les entreprises collectives ont quand même la cote là, ces temps-ci, puis on sait que les coopératives ont quand même un degré de survie qui est plus élevé que des fois l'entrepreneur seul. Oui. Le risque est partagé. Le risque est partagé, puis quand le projet nous plaît plus ou qu'on est moins investi, on peut laisser sa place à quelqu'un d'autre sans devoir fermer l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, pour la suite de microcrédit, on garde le même air d'aller, si je comprends bien. Tout à fait. On continue sur cette voie-là. On continue à accompagner les entrepreneurs dans des projets stimulants. Là. Oui, bien, merci beaucoup, Myriam. Notons en terminant qu'il y a un nouveau fonds qui est sorti cette année pour les femmes. Le fonds femmes. Puis aussi, on a parti la Ligue des entrepreneurs. Okay. Là, on se réunit une fois par mois, tous les derniers mercredis du mois, pour aller chercher tous les entrepreneurs qui sont déjà en affaires ou qui pensent partir en affaires pour partager nos défis, partager nos réussites. C'est gratuit, puis c'est hyper convivial. Ça permet de faire du réseautage à travers tout ça en même temps. Bien, merci beaucoup, Myriam Boivin-Belli. C'est un grand plaisir. La Ville de Baie-Saint-Paul décernait pour la seconde fois de son histoire des décorations de l'Ordre du Mérite à des citoyens s'étant illustrés dans différents domaines. Voici notre reportage. Au nombre de 5, les lauréats proviennent des secteurs de la culture et du patrimoine, du sport, des affaires, de la santé et de l'éducation et du développement. Seconde édition du Gala de l'Ordre du Mérite. C'est avec plaisir que je préside. Je le vois comme la reconnaissance de, pas juste de la persévérance, mais que le fil conducteur de ma vie était le bon. Vraiment. Pour moi, l'important et le point de départ, c'est de faire ce que j'aime. C'est la passion qui est le vrai moteur. Lauréate pour le rayonnement de son art à l'international, Marie-Renée Otis se joint à Stéphane Bouchard, Benoît Lavoie, Jocelyn Gilbert et Diane Harvey, qui reçoivent les honneurs devant famille et amis. Ce qui est extraordinaire dans l'implication, c'est que ça donne tout le temps le goût de se réimpliquer dans d'autres choses. Des fois, il y a des périodes de latence où tu as envie d'entrer en toi-même ou de rentrer dans ton entreprise puis de t'occuper de tes affaires. Mais la contagion fait qu'à un moment donné, tu y retournes, c'est plus fort que toi. Puis j'ai plein de beaux projets, puis c'est ça qui me fait le plus plaisir présentement. Forte de votre expérience dans les domaines de la gestion. Les candidats décorés sont connus pour leur implication dans différents conseils d'administration et leur militantisme pour différentes causes ou projets, comme l'ont fait Mme Diane Harvey dans le domaine de l'éducation et du développement et Benoît Lavoie pour le patinage artistique. Les sphères du patinage artistique. Peut-être une des choses dont je suis le plus fier dans tout ce que j'ai fait dans le patinage, d'avoir senti que j'ai peut-être donné le goût à quelqu'un de s'impliquer bénévolement, puis d'aller un peu vers cette route-là, puis sans trop d'attente, mais toujours en voulant faire ce qu'il y a de bien pour d'autres aussi, puis aussi s'oublier un petit peu soi-même pour penser un petit peu aux autres, puis à cette génération-là qui va suivre après aussi. Du côté de la santé, c'est M. Jocelyn Gilbert qui est honoré principalement pour ses 35 ans de service en imagerie médicale, sans pour autant oublier son implication à lui aussi dans le domaine du patinage artistique, de la préservation de la vallée du Gouffre et des arts. L'Ordre du Mérite est la plus haute distinction décernée à une personne qui s'illustre sur le territoire municipal ou à l'extérieur, et ce de façon soutenue et importante. La reconnaissance est décernée de façon permanente et est remise une fois par année. La Saint-Jean-Baptiste sera fêtée en grand dans les villages charlevoisiens. Nous vous avons préparé ce survol des différentes programmations.
Les festivités commencent le 22 juin dès 19h dans la cour de Maisons-Mères avec une soirée de danse traditionnelle organisée par TVCO. Toujours à Baie-Saint-Paul, le 23 juin, au parc Saint-Aubin, dès 18h30, spectacle de danse hip-hop et le MGM Band seront suivis du discours patriotique et d'un feu de joie avec chansonnier pour terminer la soirée. Ça se poursuit le 24 juin de 10h à 23h pour une journée familiale avec parade de vélo, animation jeunesse variée, dîner hot dog, la parade de chars allégoriques de 13h30 et en soirée, spectacle de danse freestyle canin et chansonnier Gilbert Mailloux. Les feux d'artifice commenceront à la tombée de la nuit. Du côté de Petite-Rivière-Saint-François, c'est le 23 juin qu'auront lieu les activités au Parc des Riverains. Dès 18h, concours de château de sable, animation avec le duo de jongleurs ambulants Philédome et service de gâteau de la Saint-Jean seront suivis d'un feu de joie avec spectacle du chansonnier Pascal Picot-Larouche et d'un feu d'artifice à la tombée de la nuit. Notez que s'il y a de la pluie, les activités auront lieu à la coop L'Affluent. À Saint-Urbain, maintenant, le 24 juin, au terrain des loisirs, dès 18h, il y aura service de bar et gâteau de la Saint-Jean. À 20h, le chansonnier Rémi Saint-Gelais sera présent et des feux d'artifice se suivront avec un feu de joie vers 22h. À l'île aux Coudres, c'est le 23 juin qu'auront lieu les activités à la patinoire municipale. Dès 19h, les portes ouvriront pour le spectacle du groupe Les Bandits, qui sera suivi d'un feu de joie et de la diffusion sur écran géant du spectacle des Plaines d'Abraham. Finalement, aux éboulements, c'est au terrain des loisirs qu'on vous accueille dès le 23 juin 19h avec la levée du drapeau et discours protocolaire ainsi que le sacre du patriote de l'année en la personne de Jean Leblond. Ce sera suivi de musique traditionnelle avec le groupe Maudit Vera, un feu de joie le plus gros jamais vu. Les festivités se poursuivent le lendemain 24 juin avec des activités familiales toute la journée, dont un tournoi de hockey cosum, des jeux gonflables et un service de food truck. C'était la dernière émission des actualités avant la saison estivale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve en septembre.